Ensuite, pour terminer ce rattrapage série de 2025, il me reste 3 séries HBO, 2 HBO, une HBO Max à vous évoquer que j'ai rattrapé du coup en l'occasion de ces séries-là. Comme ça, j'aurais vu toutes les séries que je voulais voir cette année. Peut-être la seule série que je n'ai pas regardée, que j'aurais peut-être aimé voir, c'est la série Paradise sur Disney+, et peut-être la série Slow Horses, mais qui a déjà trop de saisons, donc j'ai plus la flemme de rattraper les autres saisons. Donc là, je vais vous parler du coup de la série Task, du coup, par le créateur de la série Mare of Easttown, donc qui était une bonne... Moi, je suis pas comme un ouf sur Mare of Easttown, je sais que les gens l'ont adoré à l'époque avec la série d'enquête avec Kate Winslet sur HBO. J'ai trouvé sympathique, mais ça m'avait pas marqué plus que ça. Je trouvais que ça faisait très Jessica Jones dans une zone rurale. Je sais pas quoi dire de plus, mais c'était un peu ça, je trouvais. C'était pas si fascinant que ça. Mais Task, que j'ai quand même regardé parce que tout le monde disait que c'était aussi bien que cette série-là, et parce que HBO, pour moi, même si HBO pour moi est très décevant, c'est que HBO, entre les séries comme ça, entre Last of Us, etc., HBO m'a beaucoup déçu ces derniers temps. Les séries policières, c'est un peu la valeur sûre. Pour moi, sur HBO, c'est leur valeur sûre, c'est que t'as des séries absolument cultes comme The Wire qu'il faut que je rattrape. Il y a bien sûr True Detective et Mare of Easttown. Donc pour moi, les séries policières, c'est un peu la valeur sûre du coup de HBO. Ils ont toujours très très bien maîtrisé ce genre-là. Pour moi, c'est le genre où ils ratent rarement, on va dire. Et cette série, pour moi, est une réussite. J'ai vraiment passé un super moment devant Task. C'est que moi, en fait, le casting m'a déjà beaucoup donné envie parce que moi, Mark Ruffalo, c'est un acteur que j'ai un peu marre de voir chez Marvel, donc le voir là-dedans, c'était très satisfaisant. Et Tom Felfrey, c'est un acteur que j'aime beaucoup, très sous-coté alors qu'il est excellent. C'est le mec qui a sauvé Iron Fist, qui a fait que Iron Fist était regardable. Il était magistral dans Banshee, extraordinaire dans Ozark. Donc c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'étais très content de le voir en rôle principal dans cette série-là. En fait, pour moi, on est un peu dans la même dynamique que Heat. C'est-à-dire, on va suivre la vie parallèle d'un flic du FBI, donc d'un fédéral, qui va donc créer une task force, donc une équipe d'investigation pour enquêter sur un criminel et sur des cambriolages. Et donc on suit ce personnage-là qui est joué par Mark Ruffalo, et en parallèle on suit le personnage joué par Tom Felfrey qui est donc le meneur de ces cambriolages, qui est le méchant entre guillemets. Et en fait on va suivre leur parcours en parallèle en se rendant compte que ces personnages-là, dans une autre situation, ils auraient peut-être pu être amis, et en fait ils sont assez similaires. En fait eux ils ont un peu cette même mélancolie en eux. Donc je trouve que dans ce côté-là il y a un peu ce côté hit. Ce sont des personnages dont on va suivre les parcours durant plusieurs épisodes. On sait qu'ils sont destinés à se croiser à un moment donné, et quand ils vont se croiser, tu veux pas qu'ils s'entretuent parce que tu aimes les deux personnages, les deux ont des raisons de faire ce qu'ils font en fait. Du coup je trouve qu'il y a ce côté hit dans cette rivalité frénemise, presque de ennemis qui se respectent, qui marche très très bien. Moi j'adore les œuvres d'enquête rurales, j'adore l'environnement rural, où tu joues sur des petits villages qui sont mal pris en charge par la société, des policiers un peu vieux. C'est que j'aime beaucoup le personnage de Mark Ruffalo parce que c'est vraiment Mark Ruffalo version Logan un peu. C'est un Mark Ruffalo qui a 60 ans, qui en a marre de la vie, qui était un ancien prêtre, ce qui est très original. Du coup, le fait qu'il soit devenu un agent des forces spéciales, c'est une idée très intéressante qui va créer toute une thématique sur le pardon, sur la vérité, sur la destinée, sur la foi qui est développée dans cette série, ce qui est très très cool. Et du coup, le personnage de Mark Ruffalo, il a une situation familiale qui est assez cruelle parce qu'il a, en fait, sa femme a été tuée par son fils qui avait des problèmes psychologiques, son fils qu'il avait adopté avec une fille qui se sent pas à sa place dans sa famille parce qu'elle est adoptée, elle n'est pas biologiquement sa fille. Donc il a vraiment une situation familiale de merde. Il boit tout le temps de l'alcool, il est bourré, il a des démons dans la tête, il en peut plus. Et en plus, on lui donne une équipe de bras cassés pour sa force d'opération. On lui donne que des jeunes inexpérimentés. Et du coup, c'est un personnage qui est immédiatement attachant, Mark Ruffalo, parce que c'est un personnage qui est très pathétique, très humain, très réaliste. Il y a un côté très daron et qui a énormément de remords. Et j'adore son jeu qui est très très sobre. Pour le coup, il est super sobre. Et vous verrez dans cette série, il va avoir des speeches qui sont très très touchants dans la sobriété. Et je trouve que c'est l'une des très belles performances du coup de cette année. Et Tom Felfrey en parallèle, il joue un personnage qui, pareil, il a perdu son frère à cause d'un gang. Il veut se venger de ce gang en leur volant leur argent. Et pareil, il est dans une situation familiale de merde parce qu'il vit dans la maison de la fille de son frère. Donc en fait, il est logé par sa fille qui a mon âge. J'ai vu que l'actrice avait mon âge. Donc 22-23 ans, et du coup c'est cette fille-là qui a 23 ans, c'est une gamine qui a dû grandir super vite pour prendre soin de ses petits frères, des gosses du personnage de Tom Felfrey du coup. Et du coup pareil, une situation de famille de merde, mais tout ce qu'il fait, il le fait pour essayer d'aider sa famille et de subvenir à leurs besoins, tout en ayant ce côté de vengeresse aussi. Et il a une relation avec son meilleur pote qui est très attachante aussi, et il va vivre beaucoup de péripéties qui vont être assez dramatiques, ce personnage-là. Et du coup tout ça est mélangé par ce gang de motards
motards, du coup, qui est la cause de tout ce bordel, qui fonctionne plutôt bien. C'est que j'aime bien le chef du gang de motards. C'est qu'en fait, c'est le mec qui te regarde tout le temps comme ça, les yeux, la tête baissée, les yeux levés, donc je trouve que ça lui donne du charisme. Et même si je trouve que le gang de motards est assez stéréotypé, je trouve qu'il y a quand même des situations un peu tragédie grecque qui font qu'il y a de l'ambiguïté, et il y a des situations, en fait, tout le monde est dans la merde, en fait. Personne n'est à l'abri dans cette série. Et comme j'ai dit, j'aime beaucoup l'ambiance rurale, le chant des oiseaux, les forêts, les arbres, le côté on prend l'air, en fait. Un peu dans cette série-là, il y a un côté très mélancolique, comme je dis, très onirique, qui est mis en exergue dans cette œuvre-là. Il y a tout le fait qu'avant de sauter dans le lac, Tom Felfrey mette de l'eau sur son épaule, etc. Et il y a toute une thématique et toute une poésie, je trouve, dans la musique, dans la mise en scène, dans ce côté très terre-à-terre qui m'a beaucoup plu, personnellement. Et donc, personnellement, j'ai été vraiment pris dedans, j'ai passé un super moment dans la série. Ma seule déception, c'est que je suis un poil déçu des 2 derniers épisodes, c'est qu'en fait, par rapport à nos 2 personnages principaux, il y a un giga shift dans l'épisode 6-7, où tu dis « Ah ouais, il se passe ça !» Mais du coup, lui, on va plus le voir, du coup. Ah ouais ? Mais du coup, la série m'intéresse beaucoup moins. C'était l'un des gros arguments qui me donnait envie de continuer la série, et il est plus là. Donc j'avoue que sans cet élément-là, dans les 2 derniers épisodes, j'ai été un poil déçu, et ça m'a un poil moins porté. Même s'il y a des bons éléments, c'est que je trouve que Mark Ruffalo est excellent, bien sûr. Je trouve que Emilia Jones, du coup, la grande sœur, du coup, super forte aussi, elle a de très belles séquences également. Et il y a tout un délire avec un gamin qui est kidnappé, qui va avoir une très belle fin, une très belle histoire aussi, qui va relier nos 2 personnages principaux, qui est très cool aussi. Et il y a l'acteur qui joue, j'ai plus son nom, connard de House of the Dragon, là, vous savez, le prince charmant qui était amoureux de Rhaenyra, mais qui depuis est devenu un méchant, là, j'ai plus son nom en ce moment. Bah, là, ça fait du bien de le voir jouer un bon gars. Parce qu'en fait, là, dans cette série-là, il joue un mec que j'aimais bien, du coup, il joue un bon gars, du coup, ça change un peu de son rôle dans House of the Dragon. Même s'il y a des twists sur son personnage qui m'ont encore plus fait rire par rapport à son personnage dans House of the Dragon. Donc vous verrez avec ça. Mais tous les personnages sont assez attachants et la série est assez cool et donc je ne peux que vous la recommander. Voilà, pour Task. Et par contre, il y aura une saison 2. Et je ne vois pas l'intérêt parce que je trouve que la saison 1 se conclut de façon assez définitive. Après la saison 2, qu'est-ce qu'ils vont raconter, on verra, mais ce sera probablement une nouvelle affaire. Mais voilà, il y aura une saison 2 quand même. Ensuite, nous allons parler de White Lotus, mais seulement de la saison 3, parce que j'ai juste rattrapé la saison 3, parce que cette saison 3 a fait beaucoup parler d'elle durant cette année 2025, et donc je me suis dit, il faut que je la rattrape à un moment donné quand j'aurai HBO Max, et du coup là je l'ai parce que je l'ai par rapport à Canal, je paye. J'ai regardé la série parce que j'avais ma cousine qui me l'avait recommandé, et parce que c'est une série qui commence à beaucoup faire parler d'elle sur HBO, et j'ai fait, il faut que je mate la série quand même, quoi. Et du coup, comme j'avais pas le temps, j'ai pas maté les 2 premières saisons, j'ai maté que la 3e, parce qu'en fait c'est une série d'anthologie, c'est qu'on suit un casting différent par saison, de ce que j'ai compris, donc je me suis permis de mater la 3e en première. Je sais pas si c'est une erreur ou pas, parce qu'en fait, il y a des personnages des saisons 1 et 2 qui sont dans cette saison 3, il y en a 2, mais en vrai, je trouve, en vrai, la saison 3, vous pouvez complètement la regarder toute seule, en vrai. C'est que tu as ces 2 personnages-là qui étaient là, mais justement, ces personnages-là m'ont donné envie de regarder les saisons 1 et 2, parce qu'en fait, il y a tout un dilemme relié à la saison 1 et 2 par rapport à ces 2 personnages-là, dont tu ne connais pas la réponse et dont tu n'auras jamais la réponse dans cette saison 3. Cette saison 3 peut vous donner envie de mater les saisons 1 et 2. Parce que justement, il y a un mystère par rapport à un riche qui aurait peut-être tué sa femme, etc. Et moi, en terminant cette saison 3, je ne sais toujours pas s'il a tué sa femme. Il faut que je regarde la saison 1 et 2 pour le savoir. Donc en fait, je trouve que ça marche bien. Donc en vrai, vous pouvez regarder la saison 3 de façon complètement autonome. Et en vrai, j'ai plutôt hâte de voir les 2 premières saisons parce que, à ce qui paraît, c'est quand même la moins bonne des 3 saisons, alors que c'est la saison qui a le casting le plus prestigieux. C'est que c'est la saison qui a vraiment fait percer la série. C'est que tu as Walton Goggins, que j'ai adoré Walton Goggins dans cette saison. D'ailleurs, j'adore Walton Goggins. C'est le mec, il a, grâce à cette saison et à Fallout, il a enfin eu la reconnaissance qu'il mérite. Alors qu'il est le mec, il est là depuis 30 ans, il a une superbe carrière. Mais le mec, il a ramené la calvitie à la mode, il a un giga charisme, il a une putain de voix. Et j'adore son personnage. Son personnage me fait rire à chaque fois, il me pète de rire. Parce qu'en fait, il joue un personnage de riche, certes, parce que le pitch de White Lotus, c'est qu'on a ces fameux hôtels de vacances qu'on appelle les White Lotus. Et là, on suit le White Lotus de Thaïlande dans cette saison-là. Et donc, on va suivre un groupe de riches, de divers milieux différents de riches, qui vont vivre leurs petites aventures dans cette période de vacances. Du coup, tu as le personnage de Walton Goggins, qui vit en couple avec une femme qui a genre 20 ans de moins que lui, jouée par Emily Wood, je crois, que j'ai connu du coup dans cette série-là, qui avait fait parler par rapport à ses dents, ça je m'en souviens, mais j'ai pas encore vu la série à ce moment-là, qui est excellente, je trouve qu'elle a un côté très pépillante, dynamique, et à la fois très rassurante. C'est que, au début, j'étais en mode, ah ouais, Walton Goggins, elle sort avec cette gamine-là,
mais je trouve qu'ils ont une telle alchimie, on sent qu'il y a vraiment ce côté où en fait Walton Goggins il est tellement infantilisé et elle est tellement maternalisée que le rapport de force est limite inversé par rapport à leur couple. Et du coup je trouve qu'il y a une relation assez mignonne entre les deux, qui marche bien. Et Walton Goggins en fait il joue un personnage assez pathétique, qui est pas là pour les vacances, qui a beaucoup de traumatisme, qui fait un peu de la peine. Il y a toute une période, il y a tout un moment où il veut sauver des serpents aussi. Du coup Walton Goggins il est tellement nonchalant, il est tellement aigri dans cette série, qui m'a beaucoup fait rire. Sauf à la fin, parce que du coup à la fin, il y a son arc qui va se conclure, et je trouve qu'il y a toute une histoire de tragédie grecque qui est très pathétique et très triste et très intéressant, qui marche bien. Et d'ailleurs, il y a Sam Rockwell qui joue son meilleur pote dans cette série aussi, qui est là vite fait, il est pas là toute la série. Sam Rockwell qui est là parce que sa femme Leslie Bibbs joue dans la série aussi, il me semble. Sam Rockwell d'ailleurs, il est très excellent, j'avais vu sa séquence qui avait beaucoup percé sur internet, où lui il parle de ses fantasmes sexuels très très bizarres, très très crado. Mais Sam Rockwell, ça lui va tellement bien ce type de personnage, donc il était très bon dans ce délire-là aussi. Tu as du coup aussi, tu as la famille de Jason Isaacs, et Jason Isaacs, pareil, acteur que j'aime beaucoup, très sous-coté et très bien exploité dans cette série. Jason Isaacs, pareil, il m'a beaucoup fait rire, parce que Jason Isaacs, il joue un riche qui invite toute sa famille, qui part avec toute sa famille en Thaïlande, parce qu'il y a sa fille qui va interviewer un moine, a priori, et en fait, il va découvrir durant ses vacances en Thaïlande qu'en fait, le FBI le recherche, et qu'en fait, il a perdu tout son argent, et parce qu'il a blanchi de l'argent, et en fait, il est recherché par les autorités. Donc en fait, lui, il est en train de vivre un paradis, alors qu'en fait, il sait que s'il revient chez lui, il ira en prison, et sa famille va perdre tout son argent, en fait. Donc c'est un personnage qui vit au paradis, alors qu'intérieurement il est en enfer en fait. Donc c'est un personnage qui est extrêmement drôle, parce que c'est un personnage qui est un peu un gros connard au départ, mais qui va s'adoucir parce qu'il connaît sa situation. Il y a tout le délire des téléphones portables qui était très très drôle, et du coup il y a des séquences où il va être beaucoup plus attendrissant envers sa femme, envers son fils, envers sa fille, etc. Du coup c'est un personnage qui est extrêmement pathétique, mais qui devient plus humain dans ce côté pathétique. Là où il y a le personnage de la femme, elle c'est vraiment le cliché un peu de la bimbo riche, mais justement je trouve que l'actrice est super charismatique dans cette version, dans ce truc-là. Pareil pour Patrick Schwarzenegger, le fils d'Arnold Schwarzenegger, et désolé moi il ressemble beaucoup trop à son père, je trouve que c'est le clone de son père, sauf que lui il a un corps plus normal, on va dire ça, mais il ressemble vraiment à son père je trouve, mais son rôle lui va bien aussi, c'est qu'il joue un peu il joue le beauf, qui drague des meufs sous la plage, peu importe leur âge, qui va essayer d'aider son petit frère à draguer des meufs aussi comme un gros beauf avec ses pectoraux, alors que son petit frère après il semble être homosexuel, donc c'est encore plus drôle du coup. Mais son personnage est assez marrant, surtout qu'il y a une forme de spiritualité qui va s'émaner de lui vers la fin de la saison. Son petit frère aussi est assez intéressant, assez sympathique, comment il est tiraillé entre son grand frère et sa sœur. Sa sœur, l'actrice aussi est très cool, l'actrice de la sœur, donc qui a tout ce côté spirituel qui elle veut s'émanciper de sa richesse et vivre dans un autre monde entre guillemets. Donc cet axe-là était intéressant aussi. L'axe qui m'a moins intéressé, c'est l'axe sur les filles. L'axe avec Leslie Bibbs, l'actrice Carrie Coon et Michelle Monaghan. Du coup, les trois actrices sont excellentes, elles jouent très très bien leur rôle. Mais c'est vraiment la partie MILF de la série. C'est des MILF. Du coup, elles ont presque 50 ans, mais elles sont jolies. Et donc, elles veulent essayer de vivre un peu comme des copines, se réconcilier entre copines. En fait, elles se parlent derrière leur dos. Donc, en fait, elles sont toutes hypocrites. Mais il va y avoir une forme de réconciliation. Elles font un peu la fête. En fait, je trouve que il se passe pas grand chose. Ça va pas trop fasciner leur arc à elles. Et je me suis un peu fait chier, j'avoue, sur leur partie à elles. Parce que je trouvais que c'était la partie la moins palpitante, c'était la partie un peu la plus chill, un peu de la série, mais justement je trouvais que, je dirais que c'est le défaut global de la série, c'est que, de cette saison en tout cas, que c'est la seule que j'ai vue, c'est que je trouve que la série, j'adore l'ambiance de la série, l'ambiance thaïlandaise, j'adore le générique, la musique du générique me fascine, cette musique en mode de techno thaïlandais, ritualiste, je trouve qu'il y a un style tellement atypique qui fait que je suis un énorme fan de la musique de la série, j'adore la musique, les thèmes musicaux sont très très mémorables, très très marquants et très très atypiques parce qu'on joue sur la culture thaïlandaise, le générique avec le côté tapisserie de la mythologie thaïlandaise est super cool aussi, et la mise en scène sur cette culture, sur cette villa, sur le peuple extérieur, c'est super cool, tout en ayant ce côté international, c'est qu'on a du coup des personnages russes, des personnages allemands, beaucoup de personnages assez marrants, le personnage allemand est très très drôle, donc ça marche assez bien. Il y a l'acteur Scott Glenn aussi qui joue Stick dans Daredevil, qui est très cool, qui apparaît sur la fin de la série aussi, assez imposant. Il y a aussi un axe sur un mec de la sécurité de la villa qui est trop gentil, qui est amoureux d'une femme, d'une danseuse de la villa, de l'hôtel, et qui va essayer
devient un vrai policier, etc., qui était plutôt cool parce que le mec était très humain et très sympathique. Mais de façon générale, j'ai trouvé que la série était plutôt cool, assez fun, juste trop longue. Je pense qu'honnêtement, j'aurais bien enlevé 3-4, genre je pense que j'aurais enlevé 3 épisodes. 8 ou 9 épisodes, je sais plus il y en avait combien, c'est trop long. C'était beaucoup trop long, je trouve que la série, en fait, t'as des intrigues qui s'amorcent sur la fin de la saison, mais de façon globale, la série, ça reste grosso modo un enchaînement de riches qui parlent. Ensuite, tu as d'autres riches qui parlent entre eux. Ensuite, tu as des riches dans une situation, tu as des riches dans une autre situation. Et autant j'adore le côté cynique, ça m'a rappelé Succession, où tu as des riches qui parlent vraiment sans filtre, comme des connards qui sortent des termes assez marrants, etc., sans hésitation. Mais autant, ça reste quand même beaucoup de blabla, ça reste beaucoup de ventre mou, beaucoup de séquences assez inutiles. Et je trouve qu'il y a un côté très très feel good qui fait que j'ai quand même passé un bon moment de la série. Mais il y a des moments où je décrochais parce que c'était trop long et il y a des moments où il se passait pas grand chose. Donc White Lotus, je le recommande quand même parce que c'était quand même assez cool, mais il faudra que je mate les deux premières saisons. Et pour terminer du coup cette review en fait sur les séries télé, j'ai enfin vu la série de Pitt, parce que Cult & Click notamment, et parce que beaucoup de monde, et parce que les Emmy Awards ont fait que cette série a gagné énormément en popularité, et en plus la saison 2 commence littéralement juste là, le 8 janvier, donc là ça va s'enchaîner la série, mais The Pitt du coup, c'est plus ou moins le successeur de Urgence en termes de série d'hôpital, parce que du coup c'est le retour de l'acteur Noah Wyle, qui jouait un peu le jeune docteur dans Urgence, qui maintenant a plus de 50 ans, donc là maintenant c'est lui le mentor de jeune docteur, donc la balance est assez cool, mais sauf que là c'est une série à part. À la base, ça devait être une suite à Urgence, mais comme ils n'avaient pas les droits, bah, ils ont inventé complètement autre chose. Et du coup, Noah Wyle, avec l'un des producteurs de Urgence, ont créé cette série pour HBO Max, d'un peu dans l'optique, bah déjà d'utiliser un peu le rythme de 24 heures chrono, c'est-à-dire que cette saison, on a une saison de 15 épisodes de 40 minutes, et ces 15 épisodes, en fait, représentent une journée. C'est que chaque épisode représente une heure de la journée. Donc tout l'épisode, toute la saison, c'est une seule journée. C'est la garde complète du médecin, du personnage de Robbie, joué par Noah Wyle, et de ses partenaires, de ses collègues. Du coup, il y a un côté un peu uncut games, un côté très effréné, un côté tout va vite, un côté tout se vit dans l'instant, tout se vit sur le moment, qui rend la série très très humaine et très très vivante. Et c'est une série, j'ai hésité à la regarder parce que je suis pas forcément très série d'hôpital. En tout cas, je sais pas si je le suis en fait, parce que j'ai regardé, grâce à ma mère, j'ai un peu regardé Urgence avec George Clooney et tout quand j'étais gosse, et j'aimais bien Urgence, c'était très très cool, mais je me suis pas tapé les 15 saisons quoi. Et depuis, j'avais rien vu, parce que pour moi, maintenant, les séries d'hôpital, c'est un peu les trucs type TF1, Good Doctor, Grey's Anatomy, des trucs considérés un peu comme très nuls d'habitude. Et The Pitt, avec les awards qu'il a raflé, je me suis dit, on va se tenter ça, 15 épisodes, une saison, c'est faisable. Je l'ai tenté, et je n'ai pas regretté, c'était extraordinaire. J'ai adoré The Pitt, banger absolu, trop bien que la saison 2 sorte. C'est que The Pitt, en fait, The Pitt, grâce à sa structure superbe intéressante, The Pitt, en fait, du coup, on suit des personnages qui vivent tout en direct, en temps réel, et en vrai, je pense, je l'ai pas vraiment fait comme ça, mais parce que j'avais pas le temps, mais je pense que The Pitt, ça peut être une série superbe intéressante à mater en binge-watching, se faire les 15 épisodes en une journée. Parce que comme c'est une série qui retrace une journée entière, je pense que ça peut être une expérience sociale et une expérience psychologique assez intéressante à se faire, je pense, de se taper les 15 épisodes en une seule journée pour vivre un peu l'essoufflement, l'épuisement, le contrôle mental qu'ont les personnages que l'on suit dans cette série pour vivre autant de choses en une journée. C'est que moi, là, actuellement en service civique, je pense que je n'effectue même pas le tiers en termes de quantité de travail de ce qu'ils font dans le premier épisode, déjà, rien que ça. Et eux, ils font ça pendant 15 épisodes de 40 minutes qui représentent une journée entière. Donc c'est ça le truc, c'est que tu dis, putain, les médecins ont clairement admis que cette série est très fidèle un peu à la réalité hospitalière. La série actualise beaucoup les thématiques qu'on retrouve plus forcément dans ce type de série-là, et en plus nous les plonge dans direct. Tu as des épisodes où tu suis un patient, un épisode où tu suis un autre patient, mais comme tout se déroule dans la même journée, tu as des patients que tu suis durant plusieurs épisodes. Tu suis l'intégralité de la relation qu'ils vont avoir avec le médecin qui va prendre soin d'eux, et suivre l'intégralité du coup de leur passage à l'hôpital, de leur arrivée à leur départ, en ayant vécu les traumatismes, les guérisons et tout ce qu'ils ont pu avoir. La série va englober énormément de cas sociétaux très actuels, très modernes, par le biais de divers patients différents, et pas que. C'est-à-dire que la série, du coup, va traiter de patients de façon assez variée. C'est qu'on peut avoir un patient dans un épisode, un nouveau patient dans celui d'après, un nouveau patient dans celui d'après. Mais comme toute la série se déroule en une journée, il y a des patients que l'on suit durant plusieurs épisodes, de leur prise en charge à leur départ, ou à leur décès, par exemple. Du coup ce sont des patients envers lesquels on va s'intéresser. On va être intéressé par leur relation qui vont se créer avec le docteur qui les prend en charge. On va être intéressé par le cas qu'ils représentent, par la vie qu'ils ont, par le fait qu'ils reprennent leur vie privée, par le fait qu'ils soient peut-être en danger de mort, etc. Et du coup,
il y a des cas que tu suis sur plusieurs épisodes de façon dans un temps assez latent, et du coup c'est super intéressant, et du coup c'est assez fascinant. C'est cool, par exemple, la série va beaucoup traiter du fait que les États-Unis couvrent très très mal financièrement leurs hôpitaux, et donc on suit l'hôpital qui est surnommé De Pitt, qui a beaucoup de problèmes financiers, qui est managé par les économistes, qui embrouille un peu le personnage principal de Robbie. Du coup il y a toute cette partie là qui est super cool en termes de développement de société, en termes de développement réaliste. Il y a plein de cas de patients différents qui sont super intéressants. Il y a des cas où les personnages découvrent clairement qu'ils sont en train de soigner des connards, genre des violeurs, des violeurs, des esclaves sexuels, etc. Et du coup, c'est super intéressant de voir le dilemme de nos personnages être remis en question et de les voir tenter de balancer le fait que le mec là que je soigne, il a violé sa fille, tu vois. Mais j'ai pas la preuve. Donc à tous les coups, parfois il y a des cas où c'est très réaliste, et qu'il y a des cas où parfois la police va effectivement peut-être arrêter le gars, et il y a des cas où il y a vraiment pas de preuve, et du coup les personnes vont juste se faire soigner et vont repartir sans que la personne en danger soit sauvée, quoi. Donc on mise sur l'humanité de nos personnages sans que eux puissent y remédier pour sauver ces patients. C'est qu'ils vont tellement s'attacher aux patients qu'ils vont vouloir les sauver, mais parfois ça ne marche pas. Donc c'est très réaliste. C'est que parfois ils vont soigner des enfants, les enfants du coup vont survivre, et il y a des cas où l'enfant il est en mort cérébrale. Et du coup la série, au lieu de nous traiter par exemple de la mort de l'enfant, c'est que l'enfant il est quasiment déjà mort quand la série démarre, on va traiter de l'après. On va traiter du traumatisme des parents, de leur prise en charge par une assistante sociale, donc on traite aussi de ça. On traite aussi de plein de cas. Il y a aussi des cas un peu plus comiques, hein. Un mec qui s'est pris une meuf qui s'est pris une fourchette sur le nez, ou un mec qui s'est pris un clou sur le téton, je sais pas quoi. Il y a quelques cas un peu comiques qui nous fait un peu redescendre et qui nous fait un peu rire quand même. Mais la série nous traite également de patients avec des histoires assez sombres. Donc on parle aussi de la perte des parents, où on veut tout faire pour maintenir notre parent qui a plus de 90 ans, mais est-ce que n'est-il pas mal le moment pour lui de nous quitter en fait. Donc il y a tout ce dilemme qui est super intéressant. Et puis tu as aussi le dilemme des files d'attente qui sont interminables, de personnes qui peuvent péter un plomb et qui peuvent devenir des gros connards et embrouiller l'hôpital. En plus, ce personnage là qui embrouille l'hôpital et qui est un gros connard, il est joué par l'acteur qui jouait Butch Grundy dans Gotham, donc ça m'a fait plaisir de le voir. Et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup plaisir de voir aussi en caméo que j'ai eu la chance de rencontrer à Comic-Con de Paris, Brad Dourif, qui a une scène, Brad Dourif, l'acteur qui a joué de Chucky, Seigneur des Anneaux, etc. Parce qu'en fait là, le personnage de la mère rousse dans la série, en fait c'est vraiment sa fille en fait. Donc ça j'avais pas fait gaffe, donc j'ai trouvé ça cool. Et du coup ça développe plein de cas différents de façon très rythmée. Ça s'arrête pas. On développe aussi les relations entre personnages. Ce qui est aussi super cool dans cette série, c'est que c'est aussi une série qui nous permet beaucoup. C'est une série qui est aussi très instructrice en fait. C'est que en fait la série nous plonge aussi dans la mentalité de jeunes étudiants qui sont là pour vivre leur première journée dans un hôpital et qui vont vivre leur première journée de garde. Du coup, tu as des personnages déjà qui sont très fragiles psychologiquement. T'en as une qui est un peu la meuf qui se la pète, qui veut péter un plomb, qui fait tout qu'à sa tête et qui se fait pas mal embrouiller dans cette série d'ailleurs, mais qui au final a quand même un bon fond et reste assez attachante par rapport au vécu qu'elle a eu. Tu as le mec la meuf qui est trop sûre d'elle mais qui va s'évanouir dès qu'elle va voir un truc un peu gore. Tu as le gars qui est un peu timide, qui est traumatisé parce qu'il a perdu un patient, mais ça se voit qu'il est tout gentil quand même. Donc je trouve que même si on a beaucoup de personnages qui sont basés sur des stéréotypes, ils sont tous très attachants et on les comprend tous. Et tu les comprends parce que quand tu vois l'environnement dans lequel ils sont, à quel point tout va vite et à quel point mentalement c'est dur de tenir, tu t'attaches à ces personnages-là. Et en plus par le biais de ces personnages-là, les personnages seniors les testent et du coup les obligent à nous expliquer, à nous spectateurs, quelles opérations ils font. Parce que en vrai là quand je vois cette série, je me dis putain, il y a tellement de notions à connaître pour être médecin. Tu m'étonnes qu'il y a genre 9 à 10 ans d'études, c'est une dinguerie d'ailleurs là. Mais écoute, j'ai trouvé ça super cool, ce côté un peu éducatif, où par le biais de ces seniors qui vont un peu tester ces jeunes médecins du coup, on va t'apprendre des choses. Là, docteur machin, qu'est-ce que vous faites aux patients? Et là, du coup, le docteur va dire ouais, je fais ça. Comme ça fait apprendre à ces jeunes-là et ça nous fait apprendre à nous. Bon, même si personnellement, j'ai pas réussi à tout retenir parce qu'il y a trop d'éléments, il y a trop de détails. C'est un univers tellement complexe et je salue fortement les médecins et les docteurs, l'univers hospitalier qui doit avoir tellement de galères et tellement de connaissances. Bravo à vous pour nous aider, nous sauver. Donc il y a ça aussi qui est super cool dans cette série. Et le final, putain. J'étais pas prêt. Là, je crois que je me suis fait les 4 derniers épisodes d'un coup parce que le final m'a tellement happé. J'étais en mode, mais quoi? Mais quelle dinguerie, quoi. Les personnages sont censés terminer leur garde avant les 15 épisodes, mais il y a un événement super important, horrible, qui va les obliger à tous à sauver des centaines de personnes en 2-3 heures seulement, 3 épisodes durant la fin de la saison, alors qu'ils étaient sur le point de finir leur journée. Et du coup, le craquage mental, la santé mentale, elle est waouh, quoi. Franchement, il est
les derniers épisodes, j'étais pas bien, quoi. C'est genre, c'est très réaliste, c'est que, en vrai, imaginez-vous, là, les attentats qu'on a subis, imaginez-vous les hôpitaux qui prennent en charge les victimes, en fait. Et ben, la série nous montre comment ça se passe. Et tu vois la galère que ça va être, la difficulté que ça doit être, le courage qu'ils ont, la tête froide qu'ils doivent avoir, et franchement, respect de fou. Et c'est aussi une série qui est très triste sur ça, c'est que du coup, il y a des gens qui meurent, bien sûr, des gens qui ont des séquelles à vie, mais parfois, il y a des gens qui arrivent à sauver, donc c'est une série qui joue beaucoup sous forme de montagne russe, et les personnages sont tous cool. Tu as les personnages des ados, des jeunes, comme je l'ai dit, tu as le personnage du docteur, t'as un docteur qui est un peu beau gosse, mais qui est un peu impulsif, et il va avoir une giga révélation sur lui qui va être super choquante et qui va être émotionnellement très forte, qui va créer une dynamique assez intéressante par la suite de l'œuvre aussi. Tu as la mère qui est sous bracelet électronique, qui est très très cool aussi par rapport à ce qu'elle vit avec son ex et son gosse aussi. Tu as là tu as un personnage afro-américaine qui est enceinte, mais je vais pas vous expliquer les conditions du quoi du comment, mais qui marche assez bien aussi. Non, et tu as plein d'autres personnages qui sont très très cool, et tu as surtout du coup le personnage de Robbie joué par Noah Wyle. Je veux ce mec en docteur, je veux que ce mec soit mon docteur. Ce mec il a un tel sang-froid, il est tellement doué, il garde toujours le smile, il essaie de rester cool, de rester lucide, il est extrêmement fort. Et des fois, il a des craquages mentaux, on dirait un enfant traumatisé, et ça le rend tellement attachant. Et à la fin et le dernier épisode qui est grosso modo la fin de la garde, et eux qui décompressent, tu décompresses avec lui, quoi. Tu vois toute la santé mentale, tous les démons, tout le trauma qui redescendent, il souffle, il pleure, et son Emmy Award est tellement mérité, quoi. Le mec est beaucoup trop fort, et Noah Wyle, il mérite à fond son Emmy Award. Il m'a porté dans cette série, il est fantastique. Et je veux ce mec en médecin, il est trop fort, il a trop le smile, il gère trop bien, il a la bonne vibe, mais il reste humain et des fois il peut craquer, donc The Pitt. Réalisation assez simple, beaucoup de caméras à épaules, beaucoup de caméras qui vont très vite, beaucoup de cuts assez rapides, même si des fois ça se pose bien sûr comme je dis, mais c'est une série qui va vraiment jouer sur les émotions, sur le tempo et sur le réalisme de la situation hospitalière aux États-Unis, et pas qu'aux États-Unis à mon humble avis. Donc voilà, The Pitt, je pense que ça risque d'être une très grande série par la suite, et j'ai hâte de voir la saison 2, et puis waouh, c'est vraiment, ça te prend au trip, quoi, littéralement. La série est un peu gore, bien sûr, parce que du coup, la série, on a des cas où c'est assez violent, il y a du sang, des brûlures, des machins, donc soyez prévenus. Après, moi, ça m'a pas choqué de fou, ça allait, mais pour certains, ça peut être un peu dégueulasse à voir, mais c'est réaliste, et c'est ça qu'il faut, et donc on est impliqué dedans, et donc The Pitt, trop bien. Donc voilà pour ce long rattrapage de toutes les séries télé que j'ai vues en 2025. Donc je vais terminer cela par pouvoir vous dévoiler mon flop 5 et mon top 5 du coup des meilleures et des pires séries de l'année 2025. Donc mon flop 5, sans trop développer, vous avez toutes des vidéos dédiées ou des lives dédiés par rapport à ces œuvres-là. Mon flop 5 du coup, Love, Death and Robots, Stranger Things, Alien Earth, Ironheart et Gen V. Mon top 5 du coup... Ah oui, avec mention spéciale pour The Last of Us qui aurait pu avoir sa place dans le flop aussi. Et ensuite, mon top 5, pareil, mention spéciale à deux studios qui auraient pu avoir sa place dans le top du coup. Mais du coup, dans mon top, Shift of War en 5ème, en 4ème, The Pitt, en 3ème, Severance, en 2ème, Andor, et en premier, Pluribus. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre top et votre flop des meilleures et des pires séries de 2025 que vous avez vues. N'hésitez pas à donner votre avis sur les offres que je vous ai évoquées, de tout ce que je discutais depuis toutes ces vidéos-là. Maintenant, j'ai hâte de passer à 2026. Maintenant, il faut que je parle des films, et ensuite on passera en 2026. Mais merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao!